Salut YouTube! Alors, la semaine passée, si vous n'avez pas vu la vidéo, et aujourd'hui, on regarde la suite. Donc, vous pourrez aller voir de toute façon par la suite. Les vidéos, c'est des extraits parce qu'aujourd'hui, on parle de Brinks, un programme en réalité virtuelle qui vous amène dans plein de lieux magnifiques. Donc, si vous avez déjà vu, vous savez ce qu'il y en est. On va aller voir immédiatement la suite. De toute façon, je vais avoir le loisir de vous laisser mes commentaires durant les plans parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique là-dedans, c'est plutôt tranquille. Le but, c'est de se dépayser. Allons-y. Alors, nous voilà partis pour la deuxième partie, une autre heure avec moi à vous faire découvrir des paysages magnifiques. Comme je vous mentionnais, si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez très bien regarder ici et aller par la suite regarder la première partie. C'est un enchaînement dans l'ordre, mais peu importe qu'on le voit en première ou deuxième partie, ça revient au même. Donc, premier monde, comme vous avez pu voir, on y va avec un décorum. Si je vous ai montré beaucoup de montagnes dans la première partie, alors maintenant on s'en va vers un milieu tout à fait sécheresse, assez incroyable, la vallée de la mort. J'ai déjà entendu parler de ce lieu, comme quoi aux États-Unis, on avait enregistré des records de chaleur incroyables. Je me souviens plus si c'était de l'ordre de 50 Celsius, mais quand on voit ces terres asséchées, gorgées de sel, on n'a pas de misère à le croire. Des fois, on se plaint de la chaleur avec le facteur humidex en été. Imaginez là-bas. Quoique un facteur humidex là-bas me semble peu probable, c'est un monde de sécheresse. Et on y va donc, comme je vous rappelle, on a une quête de 2-3 photos à faire dans chacun de ces mondes. Donc, si je dois parler aussi du côté technique, quand je clique, vous voyez que c'est en train de télécharger un update. Ça tourne autour de 500 à 900 mégabytes. C'est quand même de la grosse donnée. Est-ce que je peux vous rappeler que si vous êtes un adepte de réalité virtuelle, c'est toujours plus agréable quand on a une connexion rapide avec son modem. Sinon, on est pogné à attendre beaucoup plus longtemps que ce que vous pouvez voir dans mes extraits de vidéo. C'est un monde qui fait terriblement contraste avec mon Montréal où justement aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire mon voice-over, on dirait qu'on s'enligne vers l'été indien ici, c'est-à-dire 3 jours de beau temps bien au-dessus de la moyenne après avoir eu les premiers gels. J'ai passé un après-midi extraordinaire dans un parc, au parc de la Visitation pour être plus précis. Je me suis tapé une belle petite bouffe et maintenant je suis avec vous pour faire la suite de cette vidéo dans un calme très apprécié. Il y a quand même une certaine beauté dans ce sable salé. Est-ce que oui, le ton rosé, on dirait même la couleur qui est d'un certain iPhone Titan. Il me semble que c'était exactement dans ce ton-là. Et par contre ici, c'est un sable envahissant. Je vous laisse lire la photo.
Faut bien triper un petit peu de technologie pour parler d'un iPhone en voyant un pareil décorum. Par contre, ici, on voit qu'il y a des tons de gris aussi qui font penser à des cendres. Ah, d'un paysage à l'autre, les différences sont tellement grandes, on s'évade. Réalisez-vous qu'en 1 heure, on va se retrouver dans 14 lieux totalement différents. Beaucoup encore vont être aux États-Unis. On dirait que la place offre beaucoup d'attrait. Pourtant, je ne sais pas si c'est parce que les créateurs de cette application sont établis aux États, parce que, entre autres, il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde qui peuvent être intéressants. Sinon, je sais pas, moi, peut-être des paysages incroyables pourraient nous venir d'Afrique. Qui sait si ça sera pas dans un prochain update. Après tout, comme vous pouvez voir, il y en a assez régulièrement. Je vous rappelle qu'après à peine 3-4 mois de non-utilisation de ce programme, et me voilà à vous présenter chaque monde pratiquement parce qu'il y a eu un update dans à peu près chacun d'eux. Et nous voilà donc encore à la montagne, en hauteur, on entend très bien le vent. Les formations sont incroyables. On a des belles couleurs qui rappellent un petit peu les couleurs d'automne comme on a ici en ce moment au Québec. Est-ce qu'on a justement, si je parle du Québec, des lieux aussi comparables? Ce serait très différent, ça serait beaucoup plus dans un monde de verdure, sauf maintenant puisqu'on est dans les couleurs d'automne. Mais on a les Hautes-Laurentides, après tout, où peut-être les skieurs connaissent le Mont Blanc ou le Mont Tremblant. Chose certaine, on voulait rajouter de la vie. On a inclus des oiseaux comme ça en animation dans à peu près tous les mondes. C'est juste ce qu'il faut. Si on aurait eu trop de détails, ça gâcherait un petit peu la sauce. Mais je trouve que ça mène un petit plus intéressant. J'espère que je vous donne pas de mal de mer. Je réalise que pour vous qui regardez la vidéo, ça bouge énormément. On s'en rend pas compte quand on a le casque sur la tête. On est porté à regarder ce qui nous entoure. Pour nous, comme ça suit notre propre mouvement, c'est moins flagrant. C'est quand je fais le voice-over puis que je visualise en même temps la vidéo que je me rends compte. J'en suis désolé. J'espère que ça vous incommode pas trop. De lire le lien comme quoi c'est une montagne sacrée. Je trouve ça intéressant, des trucs comme ça. Entre autres, par exemple, vous savez, il y aura ça un peu partout dans le monde. Ici, au Québec, c'est sûr que nous, les méchants blancs, on a décimé pratiquement les premiers arrivants, ce qu'on appelle les Indiens natifs.
Mais moi, je suis né à Mellocheville. On a un site archéologique, justement, qui est très intéressant, où on peut voir beaucoup d'artefacts. Et j'avais pu être initié un peu à cette culture, à ces croyances anciennes. Si vous êtes de Montréal ou du Québec, vous savez au parc, au jardin botanique, en fait, de Montréal, on mise beaucoup sur cet aspect aussi des terres des Premières Nations. Ça peut être quelque chose pour vous d'intéressant à visiter et qui n'est pas virtuel cette fois, mais bien réel. Et nous voilà encore partis dans un grand canyon. Décidément, les canyons sont fort populaires sur cette application. J'en ai plusieurs petits mondes. Comme vous avez pu vous rendre compte, il y en a aussi dans la première partie. Peut-être que les choix de ces mondes vont vers la popularité. Je ne sais pas si on a fait des enquêtes avant de déterminer ça. Ici, je trouve ça très intéressant de voir ces murets et on n'en dit pas énormément. C'est sûr qu'on pourrait faire des recherches, mais j'imagine. En fait, je cherche mes mots parce que je sais pas trop quoi en dire, mais je serais curieux de voir en quelle année ça a pu être conçu et le pourquoi. Parce qu'après tout, un muret dans un pareil endroit, c'est quand même surprenant. La seule théorie que je pourrais avoir, c'est que le muret a été construit par le passé parce que c'était peut-être un passage très souvent emprunté comme un genre de raccourci pour aller Dieu sait où. Ah, parce qu'après tout, on est limité dans la petite partie qu'on voit et... Ah, ça c'est magnifique en hiver par contre. Comme de toute façon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est tout écrit dans la légende. Ça doit être un méchant contraste aussi. Imaginez une journée torride d'été et versus en plein hiver là-bas. Ça doit vraiment passer d'un extrême à l'autre. Mais d'un autre côté, comme on est dans un monde entouré de pierres, peut-être que ça conserve une certaine fraîcheur à cause de l'humidité qui émane du sol. Comme vous avez peut-être déjà pu vous rendre compte vous-même, rien que le fait de descendre dans une cave, il fait déjà plus frais. Nos grands-parents avaient ce qu'on appelle des chambres froides. C'était rien d'autre qu'une chambre aménagée dans un sous-sol qui était pas vraiment fini et qui laissait simplement la fraîcheur de la terre conserver les aliments. D'ailleurs, un souvenir d'enfance, alors que je me promenais dans des lieux un peu plus sauvages près de mon village, il y avait une montagne constituée de roches qui avait été transportée alors qu'on creusait la voie maritime. Et j'avais été surpris quand même au plein cœur d'été que dans les anfractuosités plus au bas de la montagne, il y avait encore de la glace. Une anecdote qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais qui est quand même intéressante pour aider à comprendre les questions que je peux me poser quand je vois un pareil décorum. Comme la question que je me suis posée en voyant un pareil grand arbre ou ce qui en reste, comment est-ce qu'il a pu évoluer dans un endroit aussi fermé? La nature est quand même forte. Ça m'est arrivé quand même assez souvent de photographier en plein milieu urbain des arbres qui arrivent à trouver leur pitance juste dans une petite craque dans un mur de ciment ou encore directement au travers de la route. Bon, une route qui est pas très passante, il va de soi.
C'est une couleur qui ressemble beaucoup à l'ocre. En fait, c'est du fer oxydé. L'ocre, j'avais appris assez jeune que c'est avec ça qu'on avait fait les premiers dessins préhistoriques qu'on trouve encore sur des fresques cachées depuis des millénaires dans des grottes. La grotte de Lascaux, entre autres, qui est extraordinaire, magnifique, et j'en passe. J'en avais déjà vu une reproduction, c'est une exposition qui se promène un peu partout dans le monde et qui était venue ici au Centre des sciences. Quelque chose d'un peu plus tangible que le monde virtuel. Mais ça pourrait être un excellent produit, je veux dire, une belle exposition, une belle reproduction à nous montrer aussi en réalité virtuelle, ça. Ah, ça, les dunes du Pilat. J'espère que je le prononce bien, mais je crois que j'avais déjà vu aussi en réalité, en fait, sur YouTube VR. Ici, par contre, c'est présenté avec une meilleure qualité. D'ailleurs, si je m'abuse, il me semble que j'avais parlé de ce lieu avec une de mes abonnées sur mon site de photographie. Je sais pas si c'est toi, Rose, ou si c'est Daniel. Hey, si tu vois cette vidéo, faut absolument que tu me laisses un commentaire. Mais ce que je trouve fascinant ici, c'est d'avoir une pareille grande dune comme on s'attendrait normalement à voir dans un désert, mais non, là, c'est en pleine Europe. Et on peut voir, appelons ça un village à côté, qui est quand même dans une assez belle verdure. J'imagine que de vivre à côté de pareilles dunes, ça doit avoir un certain lot de problèmes. On doit avoir du sable partout dans l'appartement ou la maison. Quand le vent souffle dans la direction pour nous amener tout ça en plus, c'est probablement ce qu'on peut appeler un microcosme. Vous en conviendrez. Ça me donne l'impression d'un campement, vous savez, un campement de plage. Sauf que là, la plage a tout un relief. Des fois, je me demande si je suis pas dyslexique. Microcosme, je voulais dire un microclimat. Bon, un détail. Mais je lis avec une fascination aussi que cette dune-là avance avec le temps et que ça l'englobe tout ce qui se trouve sur son passage, que ce soit des routes, même si c'est une maison. Comment voulez-vous qu'une maison puisse résister à un apport constant de sable comme ça? On aurait beau peut-être pelleter, la maison va finir par être entourée. J'imagine que c'est une situation incontournable, un peu comme la montée des eaux pour les riverains, sauf que là, c'est une montée de sable. J'ai quand même par le passé fait des activités intéressantes, mais j'imagine que ce genre de parachute, ça doit être enivrant comme expérience de se laisser descendre dans le vent avec les embruns marins qu'on peut respirer et arriver en plus les deux pieds dans le sable. Je serais porté à éviter d'atterrir dans l'eau avec un parachute. Sait-on ce qui peut se passer? Mais chose certaine, c'est de toute beauté et surtout surprenant. Je suis persuadé qu'à des kilomètres à la ronde, il n'y a absolument rien de comparable à ça. Des kilomètres, je devrais dire, dans tous les comtés autour. Un paysage probablement même unique dans toute l'Europe, qui sait?
Et encore un petit tour aux États-Unis avec un autre milieu montagneux. Cette fois, c'est pas aussi haut que d'autres, mais encore là, des décorums extraordinaires, merveilleusement. Ah, et ça, en plus, je dois dire que photographiquement, c'est ce qu'on appelle l'heure dorée, the golden hour. On a ça au lever ou au coucher du soleil et c'est ce qui donne ces couleurs si riches et orangées. J'ai déjà moi-même fait des photographies sur des fers forgés, entre autres, qui sont d'un noir assez intense. Même la lumière est tellement puissante que les artefacts ont l'air d'être tout simplement orangés et très luminescents. C'est de toute beauté à chaque fois. Faut pas être trop surpris si je vous parle de photos. C'est une de mes passions, après tout, un passe-temps assez majeur. Je me promène beaucoup avec la caméra à la main. En fait, à chaque fois que je sors dehors, j'ai toujours ma caméra dans mon sac à dos. Et d'ailleurs, j'ai une certaine expérience puisque le 1er janvier 2025, je vais célébrer, si on peut dire, mon 25e anniversaire de photographe. Oui, c'est vraiment au tournant de l'an 2000 que cette passion a commencé et c'est jamais démenti, c'est chez moi. Donc, c'est normal peut-être que je puisse vous parler de tous ces décorums avec une certaine sensibilité au visuel. C'est normal. Modestement, c'est dû à une certaine expérience. Arbre de Josué, est-ce que c'est ça qui aurait donné l'inspiration au fameux titre d'un des premiers albums de U2, de Joshua Tree? Ou je me trompe, avec l'anglais, je le maîtrise assez bien, mais il peut y avoir des petites subtilités encore auxquelles j'échappe. Ça, je suis bien d'accord que c'est des formations rocheuses uniques. En fait, quand je regarde ça, je me dis que ça pourrait très bien servir de décorum pour un film appartenant à la science-fiction, un monde extraterrestre, des civilisations cachées. Même si ça se passerait sur la Terre, on pourrait faire plein de suppositions dans un pareil monde imaginaire. Sauf que là, c'est la réalité, c'est vraiment toute beauté. On demeure encore aux États-Unis, pas tellement loin de ce lieu qu'on vient de quitter. Enfin, je dis pas trop loin, j'évalue mal les distances. Mais vous voyez, c'est un décorum tellement différent ici. Ça a l'air plus frisquet, non? Avec ce que j'aperçois au loin des neiges sur les montagnes. Encore là, ces tons rosés qui sont très agréables à l'œil. Et ce petit côté relax d'écouter le vent. Les nuages aussi sont bien présents avec une belle beauté. Je suis persuadé que quand on se donne la peine de faire un tournage d'aussi haute importance pour l'application, on doit bien choisir le moment précis en écoutant d'avance la météo pour être sûr d'avoir les conditions optimales pour en mettre plein la vue. Puisque je vous parlais de photo, la lumière, après tout, est l'élément le plus essentiel pour faire de la photo. Tout repose là-dessus. Bon, évidemment, si j'exclus les settings de précision de l'objectif, etc., pas de lumière, pas de photo, obscurité totale.
Comme ça, ici, on a presque dit des briques alignées et je demeure quand même persuadé que c'est la nature qui a fait ça pourtant et que c'est non le travail d'hommes par le passé. La nature, quand même, arrive à nous présenter des patterns fascinants. Et on a juste à penser à... De toute façon, j'ai pas besoin de trop élaborer, puisque, justement, on va voir dans le tout dernier monde, en Islande, des formations rocheuses assez particulières et géométriques. Vous allez comprendre à la fin. J'aime aussi de voir le contraste entre les tons rosés en premier plan et le côté tout bleuté des montagnes éloignées. Parmi les spectacles que nous offre la nature, il y en a un dont j'aurais voulu profiter d'ailleurs. Au moment où je fais le tournage, il est presque 19 heures, pour utiliser les termes européens. Et on a une comète qui sera en principe visible. J'ai même une application avec les cartes du ciel sur mon téléphone qui me donne précisément l'endroit où elle est. Je suis sorti dehors et malheureusement, quelle déception, je ne l'ai même pas vue parce qu'ici à Montréal, on a trop de pollution lumineuse. Ça l'enchaîne bien, ça. Vous savez, quand je suis entré dans mon appartement, ici, quand j'ai emménagé, ça fait assez longtemps, j'ai hérité d'un genre de caméra 8 mm, un peu dans le genre de celle-ci que les personnes précédentes avaient abandonné. Caméra qui me sert absolument à rien, puisqu'il aurait fallu que je trouve le projecteur, et de toute façon, moi, je suis dans des médias tellement plus modernes que c'est plus pour le côté collectionnable object que je l'ai gardé. Un bel objet tout de même. Me dire que ce genre de caméra-là, fallait remonter un mécanisme qui était fonctionnel grâce à un genre de gros ressort et ça filmait à peine 10 minutes. Notre technologie photographique évolue à pas de géant. Il y a 10 ans, j'aurais jamais cru, même il y a 5 ans, j'aurais jamais cru pouvoir vous parler d'une application comme laquelle on est en train d'observer en ce moment. Un des côtés des paysans, quand on regarde tous ces décorums d'ailleurs, c'est que comme moi, peut-être, bon, je viens de la banlieue, j'ai passé maintenant plus de temps de ma vie dans la grande ville que dans mon petit coin natal. Mais n'empêche, on n'est pas habitué de voir des pareils grands territoires où il n'y a pratiquement aucune trace de civilisation. Dans mon cas, il faudrait que j'aille dans... J'ai parlé des Hautes-Laurentides, mais même encore dans les Hautes-Laurentides, il y a une multitude de petits chalets et ça se développe à vitesse grand V aussi. Par exemple, Saint-Sauveur, quand on avait commencé à aller là quand j'étais adolescent avec la famille pour faire du ski, c'était raisonnable, mais maintenant c'est rendu qu'il y a des bouchons de circulation dans la ville de Saint-Sauveur, exactement comme en ville. C'est épouvantable. On est en train de tout détruire, même à Châteauguay, un endroit où j'aimais aller faire du ski dans des boisés. Encore là, c'est en train de devenir des centres de condos multiples et tous les boisés disparaissent.
Heureusement, on commence sur le tard à réaliser l'importance de pareils lieux et on fait des efforts pour essayer d'en conserver le plus possible. Même si j'ai pas des pareils grands décorums, ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'échapper un peu de mon décorum de béton et d'asphalte pour me promener. J'ai juste à prendre un autobus et c'est pas tellement long que je suis rendu dans un parc au moins où je peux me promener dans une verdure sans voir des maisons et des routes partout. Sinon, j'ai la possibilité d'y aller virtuellement comme vous en ce moment et qui avez la chance de découvrir tous ces décorums, que ce soit sur votre écran ou sinon si vous avez la chance comme moi d'avoir un casque de réalité virtuelle, de pouvoir vous évader totalement. Je vous assure que même quand je suis dans mon salon, d'avoir le casque sur la tête et de voir ces décors aussi extraordinaires, ça fonctionne. J'ai l'impression d'en sortir un peu, pas que je suis nécessairement speedé, mais un petit peu plus calme. Bon, allons faire un tour à Marseille pour faire changement. Marseille qui nous a donné des pièces de théâtre avec un accent remarquable. Bon, c'est sûr que si vous êtes de la région, vous allez dire, mais non, on n'a pas d'accent. Ben bon, on se comprend. Je suis au Québec. Vous riez un petit peu de notre accent, vous aussi, en Europe. De façon sympathique, bien sûr. Mais Marseille, vous allez voir, est un très bel endroit et surtout, comme vous voyez, on est un petit peu en retrait au bord de la mer. Quelle merveilleuse couleur dans le ciel, avec le coucher juste au-dessus de l'eau comme ça. Ça serait tellement génial si on pouvait cliquer sur un bouton et se trouver sur les lieux qu'on visite comme ça, en temps réel, pour de vrai. On n'est pas dans Star Trek malheureusement, c'est pas d'ici demain qu'on va pouvoir voir ça se réaliser. Mais c'est beau de pouvoir rêver. J'ai juste tourné la tête pour voir si c'était bien le même building que je voyais à droite. En fait, pour celle-ci, c'est un des rares cas où on nous présente le décorum dans une pénombre de début de soirée. Et encore, c'est fascinant. Je serais surpris de savoir le nombre de croix qu'il peut y avoir dans tout le monde sur des montagnes le plus souvent. On a notre propre croix sur le Mont-Royal. Vous avez vu la croix sur ce mont un peu plus modeste, mais qui est quand même beaucoup plus historique dans le temps. Il y aura au moins ça qui aura résisté à toute cette folie. Je veux pas partir de dilemme, mais bon, c'est sûr qu'il y a le côté pratique d'être dans un Québec laïque, mais d'effacer la culture, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je ne crois pas. Faut pas avoir honte de notre passé, peu importe où on se trouve.
À regarder tous ces genres de bâtons qui se terminent en tête de croix, j'avoue que je comprends plus ou moins la structure, de quoi ça va avoir l'air. Il devait sûrement y avoir des armes, puisqu'on parle de Deuxième Guerre mondiale. Ça a un côté fascinant, un peu mystérieux. Encore là, la beauté de la chose, c'est qu'on peut faire des recherches sur Wikipédia ou n'importe quel autre site sur Internet. D'ailleurs, vous avez vu à la fin de ma toute première vidéo où j'avais testé le walkie-talkie, vous avez remarqué que c'était en mode bêta. J'ai pas obtenu de réponse, mais en principe, ça serait supposé de nous laisser poser les questions à Wikipédia, chose qui va être sûrement réparée sous peu lors d'un prochain update. Je me demandais d'ailleurs si les walkie-talkie, je ne crois pas, puisque j'ai pas fait l'expérience sociale, nous permettrait peut-être de parler avec les autres personnes qui se joignent à nous dans une séance où on est plusieurs personnes, quoique j'en doute, car étant donné la distance qu'on serait les uns des autres, puisqu'on peut pas se promener très loin, on est dans une zone très délimitée et ça se comprend. Après tout, c'est pas un monde d'aventure, mais bien un monde constitué de vidéos réelles. Et si c'était possible de pouvoir se promener partout dans ce qu'on voit, les données seraient faramineuses. Avez-vous remarqué aussi au début de chaque nouveau monde, je vous laisse lire les détails de ce qu'est le monde, la description, ce qu'on pourrait laisser plutôt une narration faire autrement durant qu'on se promène sans avoir vu avoir nécessairement la carte. Mais on a poussé quand même le détail à nous donner l'année à laquelle ça a été filmé, la vitesse des vents, des petits détails qui sont intéressants pour nous permettre de se faire une meilleure idée de la réalité qu'on visite. Et encore là, dans ce monde situé aux États-Unis, c'est un monde de j'ose pas dire désolation, mais avouez qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres dans ce coin-là. Et tous ces rochers, c'est un aspect surréaliste. C'est pas étonnant qu'on ait voulu protéger un pareil lieu, de voir ce que l'eau peut faire, et même qu'il y a des tribus qui ont fait ces dessins. Je vais vous laisser lire un petit peu la légende. Mais même si je le vois en réalité virtuelle, je suis persuadé que ma fascination serait encore plus grande si je pouvais me promener en ces lieux, passer mes mains sur les rochers, sentir le côté tangible. Il semble y en avoir des milliers et c'est tellement collé les uns sur les autres. Et un autre truc donc de science-fiction que j'ai pas vu, mais ma foi, la photo rend peut-être pas juste hommage, mais à regarder ça, j'ai plus l'impression de voir quelque chose de grotesque que quelque chose de fascinant comme créature. Créature de roche, mais bon, j'ai parlé du Seigneur des Anneaux dans un des deux vidéos, mais
Les gobelins là-dedans m'avaient impressionné beaucoup plus. Bon, il y a aussi David Bowie, un certain roi des gobelins dans le film Labyrinthe, mais on parle vraiment pas du même style, là. Cette fois-ci, on est vraiment dans un monde de hauteur impressionnant et remarquez que l'orage ici, c'est créé de toutes pièces, là. On a juste ajouté quelques petits flashs subtils dans les nuages, comme ici. Le bruit du tonnerre est quand même bien, mais bon, il y a tellement d'applications qui ont permis d'enregistrer des coups de tonnerre. Ça, c'était facile à réaliser. Mais on n'a pas osé dessiner un éclair ici pour rendre la scène peut-être trop artificielle, mais juste un petit flash comme ça réussit à convaincre pas mal. On est encore dans des montagnes. Je réalise aussi un autre monde qui pourrait être super intéressant à voir plus près de Montréal. Ce serait, bon, c'est relatif, là, mais les chutes du Niagara, ça pourrait être un décorum qui changerait énormément et qui montrait quand même une beauté naturelle, une puissance de la nature. Quoique le côté touristique, semble-t-il, là-bas est en train de tout détruire le cachet qu'il y avait encore il y a quelques années. Entendons-nous quand je dis que ça détruit le cachet touristique. Je parle pas des chutes eux autres mêmes, mais tout ce qui s'installe alentour pour attirer les gens. Parce que grosso modo, on a réalisé que visiter les chutes du Niagara, c'était très rapidement fait. Et quelqu'un qui irait là pour un simple week-end passera pas tout le week-end à juste regarder bêtement les chutes. C'est pourquoi il va s'installer des casinos, des attractions, etc., etc. Ce qui fait qu'on va finir peut-être par se demander un jour, est-ce que je suis à Las Vegas ou aux chutes Niagara? La réalité de ce qu'on peut voir, en fait, la réalité et ce qu'on peut voir des fois est tellement édulcorée dans les médias. Par exemple, si on prend le mont Everest, c'est le summum de la visualisation de ce qu'est une escalade extrême. Inoxtag, semble-t-il, a fait un reportage extraordinaire. Il s'est beaucoup entraîné. Il faudrait bien que je corrige cette situation. J'ai toujours pas été voir ce qu'il a réalisé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais dans la grande réalité, c'est que quand on va visiter, quand on va monter le mont Everest, on fait face à la réalité, on va, semble-t-il, apercevoir beaucoup de cadavres, puisque à cause de la raréfaction de l'oxygène, c'est très difficile, en plus des conditions climatiques et du terrain, d'aller chercher ces cadavres. Ça coûte une fortune, rien que pour aller en chercher un. Donc c'est pour ça que c'est abandonné. Pour le moment, ils sont surgelés sur place. Mais c'est une réalité dont on parle pas beaucoup. Mais visiter le mont Everest, c'est comme visiter un cimetière à ciel ouvert, si je me fie à ce que j'en ai entendu. On arrive donc dans un autre canyon. Celui-là est très différent. Les formations géologiques sont beaucoup plus entre le rosé et le gris. On est loin des couleurs, des tons ocre qu'on a pu voir dans les précédents.
C'est quand même amusant d'appeler ça une cheminée de fées. Pour moi, une fée, c'est quelque chose de délicat, de tout petit. Et là, on nous montre une formation qui ferait pâlir de jalousie les menhirs d'Obélix. Ici, on parle de l'érosion, de l'usure du temps. C'est sur une échelle qui est autre que l'échelle de vie humaine. Mais c'est vrai que petit peu par petit peu, l'érosion finit par venir à bout de tout. Même quand je vais faire un tour au cimetière du Mont-Royal, j'aime bien aller faire de la photo, particulièrement en automne, à cet endroit. C'est justement ce qui fait la beauté des choses. Des fois, je vais m'attarder sur une pierre tombale qui a plus de 100 ans. Et sur l'épitaphe, en fait, c'est illisible. Les lettrages sont complètement usés. Et on voit même des vestiges de la pollution alors que Montréal chauffait au charbon. L'acidité des pluies aussi avec le temps à cause de notre ère industrielle. Mais 100 ans, c'est tellement peu à l'échelle géologique. On voit déjà tout le mal que ça peut faire sur une pierre tombale ou n'importe quel autre monument dans le fond. Alors imaginez, quand on parle de milliers d'années, ce que ça peut faire. Le Grand Canyon qui peut-être était un ruisseau il y a très longtemps. D'ailleurs, c'est vraiment la référence, le Grand Canyon. J'ai même dans une autre application, Epic Roller Coaster, une montagne russe qui a été installée virtuellement, bien sûr, directement dans le Grand Canyon. Un autre paysage à couper le souffle. J'adore. En fait, ça m'impressionne de regarder les sapins en bas qui apparaissent tout petits. Avec le tonnerre au loin, c'est beau. En fait, c'est même magique. J'en ai souvent fait mention, mais quand on est vraiment introduit dans la réalité virtuelle, tout devient à notre échelle, contrairement à l'écran. L'impression de hauteur est vraiment présent, chose que malheureusement l'écran d'ordinateur ne peut pas nous présenter encore. Est-ce que ça va pouvoir le faire d'ailleurs un jour? Certainement pas. Ben, de toute façon, plus ça va aller dans le temps, plus le casque de réalité virtuelle va devenir courant. C'est une réalité qui se développe. Vous avez juste à penser, dans les années 80-90, quelqu'un qui avait un ordinateur, c'était, on peut dire, hors de l'ordinaire, quand c'était juste pour son passe-temps, alors que maintenant c'est tellement courant. Même chose pour les téléphones. Les cellulaires, je veux dire. Au début de l'an 2000, ça coûtait une fortune. C'était un cas, quand on avait un téléphone cellulaire personnel, c'était plus particulier. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas de cellulaire, c'est ça qui est particulier. Ah, je juge pas, mais c'est juste que la technologie devient de plus en plus incontournable.
Une formation géologique ici qui porte très bien son nom, puisqu'on peut juste avancer dans un sens comme dans l'autre, un passage plutôt étroit, mais qui met toute l'évidence sur la magnificence, sur le côté presque royal de Mère Nature. D'un côté comme de l'autre, c'est un vertige. Vertige naturel, vertige de beauté. Peut-être que les deux peuvent cohabiter aussi. Quand on y pense, c'est quand même 3 kilomètres de hauteur. Vous avez juste à le marcher à pied pour mieux peut-être visualiser ce que c'est dans sa tête, ce que pourrait être la montée. 3 kilomètres, c'est quand même juste une bonne marche, mais dans des conditions aussi extrêmes. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut en faire l'exploit. Et c'est encore là la beauté de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir accéder à tout ça d'un simple clic sur un bouton. On a presque fini notre visite de tous ces mondes. De toute façon, vous allez voir qu'en Islande, j'ai parlé quand même une couple de fois de vertige. Je crois qu'avec celle-là, vous allez être bien servi. Si c'est pas le prochain, ça va être l'autre après. Je trouve ça intéressant de ce qu'on parle ici. C'est sûr qu'en général, quand on pense à des volcans, on va penser au côté destructeur des coulées de lave, des scories, de tout ce que vous voudrez. Pensez à Pompéi, le Vésuve, tout ça, tout ça. Mais parfois, c'est tout simplement des gaz qui s'échappent et qui peuvent être vraiment très toxiques. Je me suis trompé. Avant d'aller en Islande, il me restait le canyon chantant. Mais encore là, vous allez voir, c'est un autre canyon, mais encore là, je vous promets que vous allez en avoir plein la vue. Et dans celui-là aussi, j'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. On revient donc à ces beaux tons ocre. Je suis quand même surpris ici qu'on se doit donner la peine de faire ce genre d'animation. Visiblement, c'est pas une vraie flaque. Par contre, j'imagine que ça doit être assez fréquent qu'il y ait une flaque plus naturelle qu'on aurait pu nous présenter, à moins que les pluies ce soit plutôt rare. Quoi qu'on est aux États-Unis, c'est sûrement pas la réalité. Dieu sait que y en a eu des problèmes avec, avec des pluies diluviennes ces temps-ci. N'empêche que d'entendre un certain bruit aquatique rend l'illusion assez belle, mais quand je regarde sur la photo, on voit bien que c'est autre chose.
Je ne sais pas, c'est peut-être le ton comme verdâtre, olive, qui me semble pas si naturel, qui me fait décrocher, tout simplement. Mais encore là, c'est un petit détail. Il doit tellement y avoir une multitude de petits recoins dangereux dans ces endroits. Ça doit être assez facile de se perdre en pareil lieu. C'est assez intéressant quand même ce qu'on raconte à propos des sismomètres. De me retrouver comme ça dans appelons ça une très grande fissure. Petite anecdote qui a quand même rapport avec l'évolution de toute la géographie. Je regardais un reportage, un YouTuber qui faisait un petit peu un style panique, que l'Afrique est en train de se séparer. Bon, oui, c'est vrai qu'il apparaît des fissures dans le territoire puisqu'il y a une plaque tectonique, deux plaques qui s'éloignent, mais de présenter ça comme un drame, hey, ça va prendre des milliers d'années. On peut même peut-être compter ça en millions d'années avant qu'on puisse parler d'avoir une mer qui passe par une Afrique divisée en deux. Faut se méfier un peu de l'aspect exagéré des médias sur YouTube. Nous voilà donc enfin dans ce merveilleux site situé en Islande. Et vous voyez que je vous ai pas menti. L'effet de hauteur est saisissant. Attendez juste qu'on se rapproche, on regarde en bas. Ça, c'est un bel effet de hauteur, non? Et là, je parle pas de droit d'auteur dans le style de copyright. Je vous ai gardé mon préféré de la deuxième partie pour la fin. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir assisté à tout ça avec moi. J'espère que la visite vous a beaucoup plu. L'Islande, faut dire qu'après certains tournages, est devenu un incontournable du monde touristique. C'est un coin de notre planète où tout se côtoie, de la neige, des grandes terres, des volcans. Encore là, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans la région. Mais vraiment, pour moi, ça peut être un simple plaisir de m'installer dans ce monde et juste pour quelques minutes, regarder les chutes couler comme ça. On pourrait même faire des exercices de respiration dans un pareil décorum.
c'était le dernier monde et il me reste juste une photo à dévoiler. Et pour le reste, je vais garder le silence. De toute façon, je vous donne le mot de la fin durant quelques secondes après ce monde. Alors, ça conclut donc pour Brinks un petit programme extraordinaire et comme je vous l'ai déjà mentionné, ça vaut la peine de l'acheter. C'est pas cher. Vraiment, les résultats sont spectaculaires et en plus, quand on l'a acheté, on est certain d'une chose, c'est que par la suite, il va y avoir d'autres updates. Qui sait si un jour je vous ferai pas un autre sujet sur la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le contenu ou encore laissez-moi un pouce bleu donc pour simplement donner la chance à d'autres personnes de voir cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, donc dis-je, et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!